De retour chez elle, elle se souvient de ses tout débuts. Comme on danse sur scène, il me reste du chemin à faire pour danser comme une toile. Elle décide alors d'écrire à son premier professeur de danse pour lui raconter son aventure. Et surtout, comment elle a fait tous ses progrès. À travers son expérience, nous allons découvrir dans le volume 1 que la danse classique a un vocabulaire précis et que pour la pratiquer, il faut en acquérir les bases. Puis, dans le volume 2, nous verrons comment est faite une leçon de danse. Cher professeur, hier j'ai trouvé au grenier une malle remplie de costumes et d'images sur la danse. Je me rends compte que je ne sais même pas d'où vient la danse classique. Les premières traces d'un danseur datent de la préhistoire. Les hommes ont toujours dansé et chanté. Et ils inventent sans cesse de nouvelles danses. La danse classique est liée à l'histoire de l'Occident. C'est à l'âge de 8 ans que l'on commence l'apprentissage de la danse classique. À cette période, le jeune élève a de grandes dispositions naturelles qu'il est encore facile de modeler et de corriger. Avant cet âge, des cours d'éveil puis des cours d'initiation à la danse lui permettront d'acquérir par le jeu la connaissance de son corps et la maîtrise de l'espace. À travers les bases, vous allez découvrir les positions principales des différentes parties du corps, les mouvements essentiels, les directions à l'espace, les arabesques. Mais au fond, pourquoi danse-t-on? On danse pour s'exprimer, pour montrer ses joies et ses peines. On danse pour faire venir la pluie, le soleil, ou pour repousser les mauvais esprits. On danse pour fêter une naissance, un mariage, et même un enterrement. On danse pour s'amuser à plusieurs. La main a sa propre expression. On considère deux positions principales. La main au repos est sans intention, détendue, le pouce bien abaissé. La main allongée, à la paume dirigée vers le sol. Les doigts sont délicats et ne se crispent pas. La main peut être source d'émotion. Son élégance et ses sentiments murmurés sont dus à l'agilité des doigts souples et à leur fluidité.
Les bras aident dans l'équilibre et sont l'expression du corps. Les bras donnent à voir la sensibilité de l'interprète. Les 3 articulations qui les composent, épaules, coudes, poignets, sont prépondérantes quant à la souplesse du mouvement. Il faut jouer de ces articulations en caressant l'air et en donnant des formes arrondies ou allongées. Les mouvements des bras s'ordonnent selon des règles très précises. On distingue une position de repos et 5 positions fondamentales des bras. La position de repos est à la fois une position de départ et de terminaison par laquelle les bras passent pour effectuer des mouvements. En position de repos, on maintient l'arrondi, on place les bras devant soi, le plus possible vers le bas. Les mains sont très rapprochées. La première position se fait à partir de la position de repos, en maintenant la position arrondie et l'écart entre les mains. Les bras s'élèvent jusqu'à la hauteur du nombril de la taille. La seconde position est à la suite de la première position. On ouvre latéralement les bras, légèrement en dessous de l'horizontale des épaules. Les coudes sont soutenus et les mains sont allongées. La troisième position découle de la seconde position. On porte un bras en l'air, en 5e position, paume de main face au corps, l'autre bras reste à la seconde. Dans la 4e position, un bras est en 5e position, tandis que l'autre se place en première, l'avant-bras près de la poitrine. Pour la 5e position, les 2 bras arrondis s'élèvent au-dessus de la tête, légèrement portés vers l'avant. Les épaules sont basses, les paumes de main sont vers le sol. Comment danser avant qu'il existe des cours, des théâtres, avant qu'on ait inventé l'écriture, la musique. Les premières danses étaient rythmées par des claquements de mains. En regardant des danses folkloriques du monde entier, on peut essayer d'imaginer les danses d'autrefois. Une nuque bien dégagée donne un joli port de tête. Il existe différents mouvements qui se combinent entre eux. Flexion, extension, rotation et inclinaison.
la danse classique, c'est la combinaison de la rotation et de l'inclinaison qu'on rencontre généralement. Les 6 mouvements de la tête fondamentaux sont liés aux autres mouvements du corps. La tête reste droite, baissée, en marchant normalement. Lorsqu'on fait un pas en avançant, la tête accompagne la jambe d'action. Elle indique alors le même côté, tourné légèrement vers l'épaule du côté de la jambe qui avance. En revanche, quand on recule, on oppose la tête à la jambe d'action en la tournant légèrement du côté contraire à la jambe qui recule. Au cours de l'exécution du rond de jambe à terre en dehors, c'est-à-dire vers l'extérieur de son corps, tandis que le pied trace au sol de la 4e devant à la 4e derrière, la tête est tournée vers le pied en action et reste à cette place. Mais pendant le rond de jambe en dedans, vers l'intérieur, alors que le pied en action est en arrière, la tête accompagne le mouvement en commençant son évolution du côté opposé pour arriver à la fin du rond de jambe du même côté que le pied. Ici, on trouve un cas particulier de rond de jambe et de mouvement de tête. Dans le rond de jambe en dehors, au départ, la tête est tournée du côté opposé à la jambe qui dessine au sol. Et pour revenir avec le rond de jambe en dedans, la tête retrouve son point de départ, du côté de la jambe d'action. Au départ du tour, la tête est la dernière à effectuer son mouvement, et c'est la première à être arrivée face au public. Pendant les pirouettes, la tête reste droite. Tout le travail de la tête n'a de valeur que si le regard l'accompagne de façon contrôlée, en prolongeant ou en précédant le mouvement selon l'interprétation qu'on veut bien lui donner. Le visage ne doit laisser transparaître ni les efforts physiques, ni les douleurs occasionnées, et encore moins l'ennui et tout autre sentiment qui ne concerne pas la danse qu'on exécute. Danser est un acte généreux. On donne le meilleur de soi-même. Et en premier lieu, on fait partager son plaisir de danser. Le visage est alors ouvert et lumineux, et le regard est à la fois vif et humble. La danse, comme tout art, se donne. Le danseur s'adresse au public en le regardant franchement pour établir une véritable relation. Les yeux regardent droit devant eux, sans être fixes. Le corps du danseur joue des orientations et le regard accompagne généralement les mouvements en se posant sur les mains. Son regard peut être alors levé, baissé, en biais ou en oblique. Le regard transmet les sentiments du danseur.
Au début, les hommes devaient danser pieds nus. Mais qui a inventé la demi-pointe? Ce sont les Grecs au IIIe siècle qui inventèrent la demi-pointe. Ils l'utilisaient pour présenter une pose qu'on pourrait nommer arabesque basse. Le pied en arrière est placé à la hauteur de la naissance du jarret. Les Romains raffolaient de ce mouvement et le considéraient comme le symbole de la danse. Cette mode est alors venue jusqu'en France. Et aujourd'hui, dans le monde entier, la danse classique se sert du chausson demi-pointe. Le centre de l'équilibre se situe dans le corps. Le corps est l'outil du danseur. Il doit être élancé sur son axe, bien vertical. Le placement est important pour bien s'étirer. Les pieds pressent le sol, c'est alors qu'on se sent enraciné dans le sol et la tête s'érige vers le ciel. Le buste regroupe tous les membres. Il doit être à la fois puissant et souple. Sa position verticale est bien équilibrée sur les jambes. On rencontre 4 mouvements fondamentaux du buste. Les inclinaisons sur le côté. Les penchés en avant. Les cambrés en arrière. Les torsions ou les ronds du corps. Et quand sont apparues les pointes? Au XIXe siècle, la ballerine avait un souci de légèreté et d'élévation, comme si son corps n'était que vapeur, nuage. C'est dans ce contexte que surgit l'ancêtre des pointes d'aujourd'hui. C'était alors un chausson souple dont le bout était bourré de coton. La danseuse devait tenir par la force de ses muscles et de son sens de l'équilibre. La virtuosité de la technique de la danse classique transforme les jambes en véritables flèches rapides, souples et toniques. On rencontre 3 directions qui définissent des positions. En avant, on est alors en 4e devant. Sur le côté, il s'agit de la seconde position. Et en arrière, de la 4e derrière. Quatrième position devant des jambes. Quatrième position pointée. Ici, de la 5e position des pieds, une fois le poids du corps déplacé sur la jambe arrière, le talon de la jambe de devant se lève et la pointe reste à terre. Quatrième devant à la demi-hauteur. À partir de la 4e devant pointée, la jambe s'élève à 50 cm du sol. Quatrième devant à la hauteur. Ici, en développé devant, la jambe monte jusqu'à la hauteur de la hanche.
Seconde position des jambes. Seconde pointée. De la seconde position des pieds, le poids du corps se déplace pour se loger seulement sur une jambe. Le talon de l'autre pied se soulève en gardant la pointe à terre. Seconde à la demi-hauteur. À partir de la seconde pointée, la jambe se lève à mi-chemin entre le sol et les hanches. Seconde à la hauteur. De la cinquième position, la jambe s'élève, bien allongée, à 90 degrés. Quatrième position derrière les jambes. Quatrième position pointée. De la cinquième position des pieds, le poids du corps se déplace en avant pour libérer la jambe arrière. On peut alors décoller le talon du pied arrière en maintenant la pointe au sol. Quatrième derrière à la demi-hauteur. À partir de la quatrième derrière pointe à terre, la jambe monte à 45 degrés. Quatrième derrière à la hauteur. Ici, dans un développé, le mouvement se prolonge en élevant la jambe à la hauteur de la hanche. Notez que dans toutes ces positions de jambes, les genoux restent bien allongés, les jambes ne cessent de s'étirer jusqu'au doigt de pied et au-delà. Il y a bien quelqu'un, un jour, qui a inventé les positions de la danse classique. C'était sûrement un danseur pour arriver à ordonner tout ce qu'on apprend encore aujourd'hui et pendant des années. L'évolution de la danse fut surtout le fait d'un homme, Charles Louis-Pierre de Beauchamp. Il eut un rôle décisif dans l'élaboration et la codification de la technique de la danse classique. C'est le père de toutes les positions de base. Il était à la fois maître à danser et compositeur des ballets de Sa Majesté le Roi Soleil. C'est un titre qu'il emploie pour tous les ballets de cour à partir de 1655 et pour toutes les comédies-ballets de Molière. Pour Beauchamp, il s'agit de prendre un mouvement naturel pour le développer à son maximum et le rendre artificiel. Par exemple, l'entrechat est d'abord un saut plus tard battu, compliqué d'un changement de pied pendant le saut. Il devient l'entrechat royal. En multipliant les changements battus, on atteint l'entrechat 4 ou 6, que battait la Camargo en 1730, et l'entrechat 8 ou 10, où triompha Nijinsky. Tout le répertoire des mouvements de l'école classique, où s'affirme le principe de l'en-dehors, vient de cette analyse.
Le travail des pieds vise à les rendre très solides, souples, élastiques et rapides. Les pieds, en effet, supportent tout le poids du corps. Et pour bien danser, s'élever sur les pointes, sauter, être en équilibre, leur robustesse est impérative pour éviter tout accident, de la cheville en particulier, qui est extrêmement sollicitée par le danseur. On distingue 5 positions fondamentales des pieds. Première position. Les talons sont collés ensemble et les pointes des pieds sont séparées et tournées en dehors. On parle tout le temps de l'en-dehors. Mais qu'est-ce que c'est que l'en-dehors? L'en-dehors, c'est l'essence de la danse classique. C'est une rotation vers l'extérieur de la jambe à partir de l'articulation de la hanche. Avec beaucoup d'entraînement, on parvient petit à petit à augmenter l'en-dehors. Revenons à la première position. Tant que les pieds ne roulent pas à l'intérieur et que les genoux restent bien allongés, on peut éloigner les pointes entre elles jusqu'à ce que les pieds se retrouvent sur une même ligne. Seconde position. De la première position, le poids du corps se déplace sur une seule jambe. Le talon de l'autre pied se soulève graduellement du sol pour faire glisser le pied pointé en dehors, latéralement. Une fois les jambes écartées d'environ la longueur d'un pied, le talon se repose à plat au sol, le poids du corps au milieu des deux pieds. Troisième position. De la seconde position, le talon soulevé et le pied pointé, le talon glisse pour se croiser devant ou derrière. Le talon s'emboîte dans l'autre pied. Quatrième position. À partir de la troisième position, le pied croisé devant va s'écarter devant, d'environ la longueur d'un pied. Pour ce faire, le talon se soulève pour guider le pied et la jambe vers l'avant. La pointe reste à terre. À l'arrivée, les deux pieds, à plat, sont maintenus en dehors. Cinquième position. Pour réaliser la cinquième position depuis la quatrième position, le talon se soulève. La pointe reste au sol afin que le pied, maintenu très ouvert, glisse pour aller se coller contre l'autre pied. Le pied de devant va se croiser complètement contre le pied de derrière, laissant juste les orteils du pied arrière dépassés. On étudiera la cinquième position quand on aura un placement correct de tout le corps. Dans toutes ces positions de pied, une des grandes difficultés est de rester les jambes bien allongées, les genoux tirés, le buste allégé. Position des pieds dans les mouvements. On distingue 5 positions fondamentales du pied au cours des mouvements. Pied à plat. La plante du pied à plat repose entièrement au sol, tous les doigts au sol sans les crisper. Pied sur la demi-pointe. Le talon est soulevé du sol. Pied sur la pointe. Le pied repose sur l'extrémité des orteils dans un chausson spécial nommé pointe. Pied
avec la pointe tendue. Le pied est tendu en l'air au maximum, le coup de pied très en dehors et la pointe vers le bas. Pied flex, la pointe du pied est orientée vers le haut et le talon pousse afin de ressentir un étirement sur l'arrière de la jambe. Tiens, qui est donc cette danseuse avec ce magnifique costume? C'est Marie Salé, une danseuse audacieuse, morte en 1756, qui fit sensation en osant abandonner sa perruque et sa robe à panier. Ces mouvements alors libérés font évoluer sa danse qui devient aérienne et très à la mode un peu plus tard. Mais alors, les danseurs aussi ont contribué à l'évolution de la danse classique. La danse ne peut grandir qu'avec la passion, le travail et la réflexion des danseurs. Mais il faut compter aussi sur les chorégraphes qui créent de nouveaux pas, de nouveaux styles et qui peuvent marquer l'histoire. Après Beauchamp, c'est le chorégraphe Jean-Georges Nevers qui apporte une nouvelle révolution. Il invente le livret pour raconter une histoire. La danse n'est plus seulement un divertissement, c'est un art. Les pliés et les relevés sont les deux mouvements sur lesquels repose toute la technique de la danse classique. Plier assouplit les articulations des jambes tout en plaçant l'en-dehors. Les pliés peuvent être de propulsion puis de réception dans les sauts. On les trouve de qualités différentes. Moelleux, sec, et très ample. Relever permet à la musculature de supporter son propre poids sur seulement quelques doigts de pied. Les relevés mettent en jeu l'équilibre du danseur. Pencher est un mouvement du haut du corps vers l'avant qu'on rencontre, entre autres, dans les arabesques, dans l'adage en quatrième devant ou dans la révérence. Cambrer est un mouvement de souplesse et de robustesse du buste qui va vers l'arrière. Il est difficile de bien l'exécuter pour ne pas faire un faux mouvement très mauvais pour la colonne vertébrale. Glisser implique à la fois la légèreté et la bonne répartition du poids du corps en action du danseur. C'est un mouvement continu des jambes où les pieds sont à ras du sol, facilitant l'enchaînement des pas ou servant d'élan pour certains sauts. Sauter est un mouvement d'élévation dynamique qui défie la pesanteur. Le saut du danseur, et quel que soit le saut, comprend 3 périodes essentielles. La détente avec le demi-plié de propulsion, l'envolée avec le relevé, les jambes étirées, le buste élancé, léger, et l'atterrissage avec un demi-plié qui amortit la réception. Élancer est une action de corps qui précède et prolonge un mouvement rapide ou ample qui réclame beaucoup d'énergie, tel que le saut et le tour. Tourner, c'est changer d'orientation par un déplacement circulaire. On tourne sur soi-même et dans l'espace.
est-on arrivé à vouloir la perfection et à rechercher de beaux mouvements? Les raffinés inventèrent une façon de danser où le corps suivait la musique. La recherche de la beauté commençait à s'ordonner comme sur une partition avec des mouvements plus variés. Ces danses savantes, les danses mesurées et les danses de cour, pratiquées en société, sont exécutées par les aristocrates et les bourgeois, qui développent alors le culte de la beauté. C'est ainsi qu'est apparue la mômerie de genre burlesque, où les participants sont masqués et déguisés. La mômerie, bien installée dans les cours princières dès le XVe siècle, apporte déjà des éléments au ballet qui va se développer 100 ans plus tard. La plupart des poses fondamentales découlent de la position du corps et de la jambe par rapport aux directions. C'est au cours des adages que l'on rencontre le plus souvent ces poses qui définissent des directions. On rencontre 6 directions. Croisé devant, quand les jambes vues du public semblent croisées et qu'une jambe est devant. Croisé derrière, quand les jambes vues du public semblent croisées et qu'une jambe est en arrière. Épaulé, quand la jambe en seconde est vers le public. Effacé, quand la jambe en seconde est contraire au public, sur la diagonale. Effacé devant, quand les deux jambes sont visibles du public et que l'une est devant. Effacé derrière, quand les deux jambes sont visibles du public et qu'une jambe est à l'arrière. On dira en cours, la jambe est en croisée derrière ou en arrière, ou l'élève est en position croisée jambe derrière. Si je comprends bien, on danse depuis toujours par plaisir. Mais alors, quand sont apparus les danseurs professionnels? C'est en Italie, au XIVe siècle, qu'on voit apparaître le professionnalisme, avec des danseurs de métier et des maîtres de ballet avec la volonté d'élever le niveau technique et d'élaborer un vocabulaire. En France, c'est plus tard, à la fin du XVIIe siècle. Notons cependant que c'est le langage du XIXe siècle dont nous avons hérité aujourd'hui. L'arabesque exige une grande force du dos et une grande souplesse de la hanche. Le danseur est en appui sur une jambe, l'autre est tendu derrière à la hauteur. C'est à la fois la position du corps, des deux bras et de la jambe arrière qui définissent les arabesques. Pour commencer l'apprentissage de l'arabesque, le danseur gardera la jambe pointée au sol. On distingue 4 arabesques. Nous approfondirons plus tard le travail des arabesques. Pour débuter, observons-les. Première arabesque. Deuxième arabesque.
troisième arabesque. Quatrième arabesque. Par la suite, le danseur exécutera des arabesques dans toutes ses formes, dans l'adage, en appui sur la jambe de terre, en équilibre sur demi-pointe et sur pointe, dans les grandes pirouettes et à l'occasion de sauts. Mais que serait la danse sans la musique ? La musique et la danse sont comme deux sœurs jumelles. Elles naissent et jaillissent toutes deux du corps et ont un peu les mêmes règles et les mêmes exigences. Sans doute est-ce pour cela qu'elles s'entendent si bien. La musique est faite de rythmes qui sont accentués différemment et qui vont définir la vitesse. De la mélodie qui donne la couleur, le sentiment, et des cadences qui, tout comme en grammaire, indiquent les points et les virgules et donnent ainsi le relief. La danse classique rend la musique visible. C'est avec une grande rigueur, mais aussi tout simplement en se laissant imprégner que danse et musique ne doivent plus faire qu'une. C'est pourquoi l'étude de la danse classique se fait avec un accompagnement au piano. C'est une spécialisation de pianiste qui répond à la demande du professeur de danse. Qu'il s'agisse de position ou de mouvement, nous devons toujours avoir à l'esprit qu'ils font partie d'un tout. Ne faire qu'un plié tout seul n'est pas danser. Et puis, n'oublions jamais de donner un sens à nos gestes, car le même mouvement peut être léger, ou flottant, ou caressant, ou tranchant, ou saccadé, et bien différent encore. Un corps qui s'agite, vide d'intention ou raidi par l'absence de plaisir, n'offre pas la danse. En donnant à chaque mouvement une qualité précise, nous affinerons notre interprétation. Les souvenirs de Chloé vont nous conduire à la danseuse de ses rêves, qui l'a guidée dans ses premiers pas dans la danse classique. Qu'elle est belle! Quelle chance j'ai eu de l'avoir rencontrée! On a même dansé ensemble.
Chloé va faire son apprentissage en suivant le déroulement d'une leçon de danse. C'est comme ça que je suis devenue passionnée. Car, en suivant régulièrement mon cours, j'ai apprécié mes progrès. Son voyage à travers l'histoire va nous emmener jusqu'à la danse classique d'aujourd'hui.